savoir si c'est vraiment nécessaire d'autoriser le gouvernement à prolonger la loi d'habilitation pour les 6 prochains mois. Absolument, c'est une nécessité. Comme vous le savez, on a eu notre premier cas index le 6 mars. 6 mois plus tard, nous sommes à 1572, on tend vers 1600 avec 40 décès. Donc il est important de maintenir les mesures qui nous ont permis d'endiguer un tout petit peu cette crise-là. Et c'est ce que nous essayons de faire. Comme vous le savez, le Togo est sans doute un des meilleurs pays à gérer au mieux cette crise, puisque si vous allez au Ghana à côté, vous avez 45 000 cas et 286 morts. Vous allez au Bénin à côté, vous avez 1540 et quelques morts. Vous allez au Burkina, ils sont dans les 2267 cas avec environ 56 morts. Et nous, donc finalement, on atteint maintenant la quarantaine de morts, donc on se porte plutôt bien. Donc il est important de maintenir les mesures qui nous ont permis d'avoir ces résultats-là. Mais maintenant, il faut aussi faire du social parce que les gens ont des problèmes financiers dans le pays, les gens ont de plus en plus de difficultés. Et donc, au-delà de cet état d'urgence sanitaire, nous, qu'on a voté ce matin, on veut s'assurer qu'il y aura des mesures d'accompagnement pour aider les populations, les femmes, les jeunes, le secteur privé qui joue un rôle important dans le pays et qui emploie beaucoup de gens. Donc, c'est par nécessité que nous l'avons voté en fait ce matin. Alors, si on revenait à la situation normale, ne pensez-vous pas que les Togolais puissent respecter les mesures barrières et puissent se restreindre à ces restrictions que le gouvernement est en train d'imposer? Ben, c'est une question de situation, hein. C'est-à-dire que la situation s'aggravant, il faut que tout le monde comprenne qu'il doit faire sa part. C'est-à-dire que le gouvernement fait ce qu'il a à faire, mais nous, comme population, nous devons respecter les mesures barrières. Pas pour le gouvernement, pour nous-mêmes, et par respect pour nos concitoyens, pour ne pas être un canal de transmission de la maladie. Donc oui, je conviens que les populations ont un rôle clé à jouer dans cette affaire-là et il faut qu'on respecte les mesures barrières. Alors, vous parlez de mesures d'accompagnement. Si le gouvernement ne peut pas le faire, que proposeriez-vous puisque vous êtes un élu à l'Assemblée nationale? Ben, si les moyens financiers le permettaient, si nous étions en capacité, nous reconduirions un programme comme Novici et nous le rendrions permanent. Alors, au lieu de donner 12 000 et quelques par mois, nous, dans notre programme projet de société, on parlait de donner 25 000 au moins par mois, parce qu'avec 12 000, vous n'allez pas bien loin. On continuera à mener une politique expansionniste, c'est-à-dire que là, maintenant, on va creuser le déficit public en empruntant plus d'argent et en demandant à la Banque centrale d'injecter beaucoup plus d'argent dans l'économie pour pouvoir stimuler la demande, permettre aux gens de souffler, mettre en place des filets sociaux. Donc, on parlait de Novici, mais étendre l'assurance maladie, en faire quelque chose d'universel, puisque là, justement, on a un problème sanitaire. Mais au point où nous nous en sommes maintenant, et ce qui est vraiment important à notre avis, c'est que 10 ans après le recensement qu'il y a eu en 2010, il est important qu'on fasse un recensement pour savoir nous sommes combien dans le pays exactement. Et il faut que la loi qu'on vient de voter sur le biométrique rentre en application, qu'on puisse se compter, on puisse savoir nous sommes combien, pour que maintenant, si on veut déployer des politiques pour aider les plus faibles, sur cette base-là, puisqu'on sait nous sommes combien, on sait qui a besoin d'aide, on peut le quantifier, on peut travailler avec ces données-là. Vous voyez. Donc, bon, si nous étions en capacité, pour me résumer, nous rendrions permanents les filets sociaux, des choses comme Novici, nous les bonifierons, c'est-à-dire on augmentera ce que les gens perçoivent, nous baisserions la TVA, justement, et nous demanderions à la Banque centrale de nous épauler en injectant énormément d'argent dans les circuits. On va emprunter de l'argent, on va creuser le déficit public pour stimuler la demande et relancer l'économie. Alors, vous allez pousser le gouvernement à faire ce que vous proposez? Bon, on en discute. Vous ne nous verrez pas en train d'en parler dans les médias, faire du bruit, mais derrière les portes closes, nous pensons qu'ils savent ce que nous pensons, ce qu'il faut faire. On en discute. Et un peu, petit à petit, s'ils adhèrent à cela, parce qu'ils ont des contraintes que nous n'avons pas comme opposition, nous pouvons parler, on a beau jeu de parler, mais il y a des contraintes qu'ils ont, que nous voyons également. Mais le message passe, on se comprend bien. Voilà, mais hier, nous avions appris que vous aviez porté plainte contre un membre de votre parti. Ah oui. Quel a été ce sujet? L'affaire Ayekomo, l'affaire Ayekomo, c'est une plaisanterie de mauvaise goût. C'est un plaisanterie de mauvais goût. Alors, le problème, il est simple. Nous avons porté plainte contre M. Ayekomo Timothée pour des attaques ad hominem et ad personam, c'est-à-dire qu'il nous attaque dans le cadre de nos fonctions et il nous attaque comme personne. Ça n'a rien de politique. Alors justement, hier, quand on était au commissariat, puisque c'est là que ça s'est passé,
il y a les gens de la dynamique Podro qui sont arrivés pour Aïkomo, c'est qui même? Aïkomo, c'est un militant de notre parti qui est là depuis UFC, oui, qui est là depuis longtemps et qui navigue. Il va, il vient, il va, il vient. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, justement même Togo Info, vous verrez en janvier, sur Togo Info, vous verrez que la dernière vidéo qu'il a faite à Togo Info, en janvier, c'était pour appeler à voter pour Agbeome Kojo, de la dynamique Podro. Alors hier, justement, au commissariat, c'est la dynamique Podro qui est venue pour le défendre. Mais nous, nous ne le rejetons pas comme militant en disant qu'il a fait une transhumance. De toutes les façons, c'est la grande famille de l'opposition. Et nous ne mettons pas en cause ses revendications. Il veut un congrès, il veut ceci, il veut cela. Le problème que nous avions avec M. Aïkomo, c'est qu'il ne peut pas porter des accusations personnelles qui sont d'autant plus fausses. Nous ne sommes pas dans la falsification de signatures, nous ne sommes pas des faussaires. Il ne peut pas s'amuser à cela. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, c'est la troisième fois. Il l'a déjà fait l'année passée au mois de juin, il l'a refait ce mois de janvier, et cette fois-ci c'est la troisième fois. Alors nous avons deux choix, où on le laissait continuer sur cette lancée-là, où on faisait quelque chose pour l'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait comme personne. Maintenant, les gens me disent, mais pourquoi tu ne l'as pas traîné devant les instances du parti? Ça arrive. Il passera en conseil de discipline. On ne traite pas M. Gilchrist Olympio comme il l'a fait impunément. Donc, il passera en conseil de discipline pour régler le volet politique et le volet, il a attaqué le président, il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ce qui s'est passé au commissariat, c'est le côté personnel, en attendant que le parti se saisisse du dossier. Donc, cette affaire-là n'est pas du tout finie. À mon niveau, hier, au commissariat, il était donc naturellement incapable d'apporter la moindre preuve des accusations qu'il a portées. Et la proposition de s'excuser est venue de lui. Il a rédigé la lettre, qui est une lettre manuscrite. Pour moi, l'incident est clos. Tout le monde peut faire des erreurs. Et mon intention n'était même pas de le faire enfermer. En fait, quand on l'a invité au commissariat, c'était pour qu'il vienne s'expliquer, qu'il apporte les preuves. Bon, après un petit jeu de cache-cache où il se foutait de tout le monde, il fixe le jour et l'heure et il ne se pointe pas. Il a fait ça 2-3 fois. On lui envoie une convocation écrite. Alors finalement, il a voulu en faire une affaire politique, faire un buzz, on appelle les médias, on se victimise. On a dit, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est pour des attaques personnelles. Vous dites que M. Alipuy et compagnie sont des faussaires. Apportez-nous-en la preuve. Je suis financier depuis plus que 20 ans. Ma réputation, je ne m'amuse pas avec. Donc, il y a d'autres journalistes qui s'amusent avec ces choses-là. Ce n'est pas une mise en garde, mais c'est pour leur dire que maintenant, nous ne rigolons plus. Nous essayons de construire un état de droit. Si nous avons fait des lois pour qu'on ne puisse pas emprisonner les journalistes et que nous protégeons les droits des individus, ils doivent savoir aussi que nous aussi, nous avons des droits et que nous méritons un minimum de respect. Si ce que nous faisons au plan politique n'est pas bon, qu'ils nous critiquent, qu'ils fassent des propositions et qu'ils usent de la liberté de presse comme ils veulent. Mais ils ne peuvent pas, à tort, ternir notre réputation. Cette époque-là tire à sa fin. En tout cas, venant d'un individu, nous ne laissons plus faire. Donc c'est un tout petit peu la situation avec lui. Mais bon, on a fini par rigoler un peu hier. L'incident est clos. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui.